Un pacte de riz secoue le Sahel en silence. 9 milliards de dollars, 14 millions d'acres, irrigués, 2,6 millions d'emplois projetés et 40% d'importations en moins en 5 ans. Le plan AES avec l'Inde et le Vietnam promet une rupture nette. Quand Ibrahim Traoré dit vouloir cesser d'importer la faim déguisée en aide, que devient la dette quand le pain quotidien pousse localement? Derrière l'enthousiasme, le récit évoque déjà notes internes, hausse d'assurance et pression de conformité, comme si la souveraineté alimentaire menaçait le levier des prix. La suite se jouera sur des chiffres autant que sur des champs. Ce récit propose de suivre, étape par étape, comment un accord agricole présenté comme un projet de dignité devient aussi un test de puissance financière. Comprendre qui gagne, qui perd et à quel prix réel. Il ne s'agit pas seulement de planter du riz, mais de déplacer le centre de gravité, des signatures de prêt vers la terre, des conditionnalités vers la production, de l'aide vers une coopération sud-sud décrite comme sans hiérarchie. Les enjeux se lisent déjà dans les chiffres annoncés. 14 millions d'acres irrigués, 2,6 millions d'emplois projetés et une baisse de 40% des dépenses d'importation d'ici 2030, avec l'idée que des usines appartiendront à l'État et aux coopératives communautaires. Et si le riz rendait les prêts inutiles? Le texte annonce aussi l'autre face. Notes internes évoquées, inquiétude à Washington et Bruxelles, hausse des tarifs d'assurance, retard de paiement au nom de la conformité et rumeurs de restrictions commerciales. En quelques mois seulement, les premières fermes pilotes ont affiché des rendements 70% supérieurs aux projections initiales, un chiffre qui a surpris jusque dans les ministères. Ce résultat précoce a suffi à déplacer le regard des discours vers les données et à transformer un accord discret en signal stratégique. Le pacte risicole AES n'est pas né d'un sommet spectaculaire, mais d'un constat répété pendant des décennies. Importer ce que l'on peut produire enferme durablement les États dans une dépendance budgétaire. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la facture alimentaire était devenue une ligne structurelle des déficits, souvent financée par des prêts assortis de conditions. Le projet signé avec l'Inde et le Vietnam rompt cette logique en liant technologie asiatique, terre sahélienne et gouvernance régionale sans intermédiaire financier multilatéral. Lorsqu'Ibrahim Traoré s'exprime lors de la signature, il ne détaille pas un plan macroéconomique complexe. Il pose une phrase courte, presque brute, sur la fin de la faim déguisée en aide. Ce choix de mots n'est pas anodin. Il traduit une volonté de réécrire le récit dominant, où l'Afrique apparaît comme bénéficiaire permanente plutôt que comme productrice capable. Le contexte régional explique aussi la portée de l'initiative. Le Sahel traverse une période de recomposition politique marquée par la création de l'alliance AES et par une méfiance croissante envers les institutions perçues comme prescriptives. Dans ce climat, la souveraineté alimentaire devient un levier à la fois économique et symbolique. Les chiffres annoncés, qu'ils soient ambitieux ou discutables, servent surtout de point d'ancrage à cette ambition. Mais dès les premiers succès agricoles, un second récit émerge. Des mémos évoqués dans les cercles financiers parlent de perturbations potentielles des cadres de coopération budgétaire. Des analystes préviennent qu'un Sahel moins dépendant des importations réduirait mécaniquement le levier des prêts. Le riz cesse alors d'être une simple culture. Il devient un test de crédibilité pour un modèle alternatif. La question qui s'installe est simple. Jusqu'où ces chiffres initiaux peuvent-ils changer l'équilibre établi? Sur le terrain, le pacte cesse rapidement d'être abstrait. Il prend visage à travers des scènes répétées, captées loin des salles de conférence.
À Bobo Dioulasso, un agriculteur explique être passé de 4 sacs récoltés à 7 sur la même parcelle, et sans changer de surface. Dans un autre village, des techniciens locaux et asiatiques travaillent côte à côte pour redessiner des canaux d'irrigation, ajuster les flux de nutriments et interpréter des données de précipitation. Ces microcas ne prouvent pas encore un modèle généralisable, mais ils signalent une dynamique enclenchée. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un stratège lointain que comme un point de convergence symbolique. Lorsqu'il présente le projet devant l'Assemblée nationale en tenant un bol de riz local, le geste est volontairement simple. Il relie des chiffres macroéconomiques à un objet quotidien, compréhensible par tous. Ce choix renforce l'idée que la politique agricole touche directement la vie ordinaire, et pas seulement les tableaux budgétaires. Les impacts précoces se lisent aussi dans l'espace public. Des écrans installés sur des places urbaines diffusent les images des premières de récolte. Les radios locales relayent des témoignages d'agriculteurs qui associent désormais production et avenir familial, plutôt qu'exode. Dans les villages, un proverbe circule. Posséder sa semence, c'est ne pas craindre le prêteur. Sa diffusion rapide montre que le projet est déjà interprété comme une promesse d'autonomie. À ce stade, l'effet principal n'est pas encore économique à grande échelle. Il est narratif. Le riz devient une preuve tangible que le changement annoncé peut commencer par des gestes concrets. Avant le pacte, la dépendance alimentaire était traitée comme une donnée structurelle. Après la signature, elle devient un problème à résoudre activement. La bascule se produit sans cérémonie tapageuse. Pas de défilé, et pas d'annonce tonitruante. Une poignée de main à Ouagadougou, quelques délégations autour d'une table en bois et un accord chiffré à 9 milliards de dollars qui lie l'alliance AES à l'Inde et au Vietnam. Le déclenchement est discret, presque banal, mais il enclenche une mécanique lourde. Très vite, le contenu opérationnel du pacte s'impose. L'Inde fournit des systèmes d'irrigation hybrides combinant pompes solaires et outils de cartographie numérique. Le Vietnam apporte des variétés de semences déjà éprouvées, capables de doubler les rendements dans des sols assistés. En échange, les pays de l'AES ouvrent 14 millions d'acres de terres fertiles et accordent des corridors logistiques détaxés pour l'acheminement du matériel et des récoltes. Chaque État s'engage aussi à construire des usines de transformation détenues non par des multinationales, mais par des structures publiques et des coopératives communautaires. Le climax narratif intervient lorsque les chiffres cessent d'être théoriques. Les premières expéditions de semences hybrides arrivent sous escorte militaire. Les camions traversent les villes, applaudis par des agriculteurs qui n'associent plus ces convois à l'aide humanitaire, mais à une coopération choisie. À la radio nationale, les témoignages se succèdent. Un agriculteur explique que ses enfants ne rêvent plus de partir. Une animatrice parle d'un convoi de dignité. Le projet prend une charge émotionnelle qui dépasse le cadre agricole. Ibrahim Traoré, à ce moment-là, adopte une posture mesurée. Il ne multiplie pas les discours. Il répète une idée simple: survivre à des sécheresses et à des embargos prépare aussi à encaisser des pressions financières. Cette sobriété contraste avec l'intensité des réactions extérieures. Dans les cercles financiers occidentaux, des notes internes évoquées par la presse régionale alertent sur une possible perturbation des cadres de coopération budgétaire. Traduit sans jargon, cela signifie moins de prêts et moins de leviers. Les répliques ne tardent pas. À Washington, certains qualifient le projet de nationalisme économique sous couverture agricole. À Bruxelles, des articles parlent d'infiltration asiatique silencieuse. Dans le même temps,
Les assureurs maritimes augmentent leurs tarifs pour les exportations ouest-africaines et des intermédiaires bancaires ralentissent des paiements au nom de la conformité. Rien d'officiel. Et rien de frontal, mais une accumulation de frictions. Sur le terrain pourtant, la dynamique continue. Les silos se remplissent. Les marchés voient apparaître du riz local à des prix plus bas. Les citoyens ne perçoivent pas ces événements comme une crise, mais comme une épreuve à traverser. Le pacte a quitté le papier. Il entre dans une phase de confrontation indirecte. Avant le pacte, la situation de référence était claire: une dépendance élevée aux importations de riz, une facture alimentaire structurelle et des rendements agricoles limités par l'irrigation. Après les premiers mois de mise en œuvre, l'écart commence à se mesurer. Les documents du projet évoquent 14 millions d'acres désormais irrigués, là où l'agriculture pluviale dominait encore largement. Cette extension n'est pas seulement spatiale, elle modifie le calendrier agricole, réduit l'incertitude climatique et stabilise la production sur plusieurs cycles. Un deuxième indicateur attire l'attention: 2,6 millions d'emplois projetés sur l'ensemble de la chaîne, des champs aux usines de transformation. Ce chiffre inclut des ouvriers agricoles, des techniciens d'irrigation, des ingénieurs de données et des personnels logistiques. Pris isolément, il peut sembler ambitieux. Replacé dans le contexte d'une agriculture mécanisée et transformée localement, il décrit surtout un déplacement de valeur, moins d'importations, plus d'activités domestiques. L'enjeu n'est pas seulement l'emploi brut, mais la captation locale des revenus générés. Le troisième chiffre clé concerne les flux financiers externes. Les projections internes citées dans le récit parlent d'une réduction de 40% des dépenses d'importation de riz d'ici 5 ans. Chaque point de pourcentage représente des devises qui ne sortent plus du pays. Pour des États habitués à financer ces importations par l'emprunt, la conséquence est directe: moins de besoins de trésorerie extérieure, donc moins de dépendance aux mécanismes de préconditionnel. C'est précisément ce glissement qui inquiète certaines institutions. Ces données sont renforcées par des résultats intermédiaires. Les fermes pilotes annoncent des rendements jusqu'à 70% supérieurs aux projections initiales. Là encore, le chiffre doit être lu avec prudence. Il concerne des parcelles test fortement encadrées techniquement. Mais il sert de signal. Le plafond productif du Sahel n'est pas celui souvent avancé dans les analyses anciennes. Les comparaisons avec le sud du Vietnam en termes de rendement par acre dans les zones irriguées alimentent ce réexamen. Face à ces chiffres, les réactions externes se chiffrent aussi. Une note interne attribuée au FMI évoque une baisse potentielle de 2,3 milliards de dollars de décaissement vers les pays du Sahel d'ici 2026 si les objectifs sont atteints. Des assureurs maritimes augmentent leurs primes de 18% pour certaines exportations ouest-africaines, invoquant un risque accru. Ces pourcentages, modestes en apparence, signalent une tentative d'ajustement du levier financier. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de fixation symbolique. En ramenant le débat aux chiffres de production plutôt qu'au ratio de crédit, il contribue à déplacer la discussion. Les données deviennent un langage commun difficile à disqualifier sans proposer une alternative chiffrée équivalente. À ce stade, les nombres ne prouvent pas encore une victoire définitive. Ils dessinent une trajectoire, et cette trajectoire oblige chaque acteur à recalculer ses positions. Les critiques les plus structurées du pacte risicole ne viennent pas toutes de l'extérieur du continent. Elles s'articulent autour de deux arguments centraux, présentés comme rationnels et prudents. Le premier affirme que substituer rapidement les importations par une production locale à grande échelle peut déstabiliser les équilibres macroéconomiques. Selon cette lecture,
Une baisse rapide des flux commerciaux traditionnels risque d'affecter les recettes fiscales, de perturber les balances de paiement et d'exposer les États à des chocs si les récoltes futures déçoivent. L'agriculture, rappellent ces analystes, reste dépendante du climat et des intrants. Le second argument insiste sur le financement. Les institutions habituées à encadrer les budgets soutiennent que les prêts conditionnels offrent une forme de discipline. En s'en éloignant, les pays de l'AES prendraient le risque de se priver d'un filet de liquidité en cas de crise, notamment face à une hausse des coûts logistiques, des assurances ou des intrants importés. Dans cette perspective, le pacte serait moins une libération qu'un pari concentrant les risques sur un seul secteur. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des expériences passées où des projets agricoles ambitieux ont échoué faute de gouvernance ou de continuité. Cependant, le récit oppose à ces arguments plusieurs éléments factuels. D'abord, le pacte ne supprime pas les échanges, il les redirige. Les corridors logistiques et les projets d'exportation régionale montrent que le riz n'est pas conçu uniquement pour l'autoconsommation, mais aussi comme source de recettes nouvelles. Ensuite, la diversification des partenaires avec l'Inde et le Vietnam réduit la dépendance à un seul pôle financier. Enfin, la réponse politique, incarnée par Ibrahim Traoré, ne nie pas le risque, elle le reformule. L'idée centrale est que la dépendance alimentaire est elle-même un risque structurel souvent sous-estimé. En ce sens, le pacte ne supprime pas l'incertitude. Il la déplace vers un domaine où les États estiment avoir davantage de contrôle direct. Le débat ne se résume donc pas à une opposition entre prudence et audace. Il met en balance deux types de risques et deux visions de la stabilité. Ce qui change à mi-parcours n'est pas la récolte elle-même, mais la façon dont elle redessine les rapports de force. Jusqu'ici, le pacte pouvait être lu comme un projet agricole ambitieux. À ce stade, il devient un instrument de négociation implicite. Les États de l'AES ne parlent plus seulement de rendement ou d'emploi, ils parlent de marge de manœuvre. La production locale crée un espace où les décisions budgétaires ne sont plus immédiatement corrélées à l'accès au crédit extérieur. Ibrahim Traoré, dans ses prises de parole les plus sobres, insiste moins sur la confrontation que sur la continuité. Il présente le pacte comme une assurance progressive, non comme une rupture brutale. Cette nuance est essentielle. Elle explique pourquoi les réactions externes prennent la forme de signaux indirects plutôt que de sanctions déclarées. Les acteurs financiers testent les limites, ajustent primes et procédures, observent la résilience du système. Sur le terrain, cette bascule est perceptible. Les coopératives commencent à raisonner en cycle long. Les administrations locales apprennent à coordonner irrigation, stockage et transformation. Le projet cesse d'être une exception pour devenir une routine en construction. C'est là que se joue le véritable changement de cadenassage. Quand l'initiative n'a plus besoin d'être défendue chaque jour, la question n'est donc plus de savoir si le pacte peut produire du riz. Elle devient: combien de temps cette nouvelle normalité peut-elle tenir face aux pressions cumulées? À mesure que le pacte se matérialise, ses effets cessent donc d'être abstraits et se déclinent différemment selon les acteurs. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire. La baisse progressive des importations de riz allège la pression sur les réserves de devises et ouvre un espace de réallocation. Des fonds auparavant destinés au service de la dette ou à l'achat de denrées étrangères sont redirigés vers l'irrigation, la recherche sur les semences et les infrastructures de transformation. Cette translation ne supprime pas les contraintes fiscales, mais elle modifie leur nature. Investir dans la production devient une dépense de stabilisation plutôt qu'un coût politique. Pour les entreprises locales,
Le changement est tout aussi tangible. Les coopératives et les structures publiques de transformation bénéficient d'un accès direct à la matière première. La création d'usines détenues par l'État et les communautés réduit la fuite de valeur ajoutée. Les transporteurs, les stockeurs et les transformateurs voient émerger une demande régulière, moins dépendante des calendriers d'importation. À court terme, ces acteurs doivent composer avec des frictions logistiques et financières, mais la perspective d'un marché régional élargi redessine leurs anticipations. Du côté des citoyens, l'effet le plus immédiat concerne les prix et la disponibilité. Sur plusieurs marchés urbains, le riz local apparaît à des tarifs inférieurs aux produits importés. Pour les ménages, cela se traduit par une baisse du coût d'un aliment de base et par une plus grande prévisibilité. Dans les zones rurales, la production accrue renforce le sentiment de sécurité alimentaire et modifie les trajectoires sociales. Des témoignages évoquent moins de départs vers les villes ou l'étranger et une revalorisation du travail agricole. À l'échelle régionale, le pacte crée un précédent. Les premières exportations vers des pays voisins comme le Niger ou le Ghana sont perçues comme un signal. Le Sahel n'est plus uniquement un importateur net, mais un fournisseur potentiel. Cette inversion partielle du rôle régional alimente un débat plus large sur la coopération Sud-Sud et sur la possibilité de chaînes de valeur africaines moins dépendantes des surplus occidentaux. Ibrahim Traoré occupe ici une place centrale dans la lecture politique de ces effets, en associant systématiquement les résultats concrets à un discours de dignité et de continuité. Il consolide l'idée que ces conséquences ne sont pas accidentelles, mais recherchées. Cette cohérence renforce la légitimité interne du projet, même lorsque les pressions externes s'intensifient. Pour les partenaires financiers traditionnels, ces conséquences sont ambivalentes. Elles réduisent le levier de conditionnalité, mais elles n'éliminent pas l'interdépendance. Le pacte ne ferme pas les frontières économiques, il en redessine les seuils. À ce stade, le riz a cessé d'être un symbole isolé. Il est devenu un facteur structurant des choix économiques et politiques. À court terme, l'évolution du pacte peut être envisagée selon trois trajectoires plausibles, chacune éclairant des choix différents. Commençons par une trajectoire de base, la plus probable si tout avance sans choc majeur. Si les récoltes suivent les projections prudentes et que les frictions financières restent diffuses, le système s'installe progressivement. Les importations diminuent sans rupture brutale, les administrations améliorent à ce qu'est la coordination, et les partenaires extérieurs ajustent leurs instruments sans confrontation ouverte. Dans ce cadre, le pacte devient une nouvelle ligne budgétaire stable, ni miracle ni échec, mais un amortisseur face au choc alimentaire. Imaginons maintenant une trajectoire optimiste où les résultats dépassent les attentes. Si les rendements observés sur les fermes pilotes se confirment à plus grande échelle et que les infrastructures non échelles de transformation montent en puissance, l'effet d'entraînement s'accélère. Les exportations régionales augmentent, les recettes issues de la valeur ajoutée locale compensent largement les pertes liées aux importations évitées et la crédibilité du modèle attire de nouveaux partenariats sud-sud. Dans cette configuration, la réduction de la dépendance financière devient tangible et les marges de négociation des États s'élargissent. Les pressions externes persistent, mais elles perdent en efficacité face à des résultats visibles. Enfin, envisageons une trajectoire défavorable, si plusieurs contraintes se cumulent. À l'inverse, une combinaison de facteurs peut fragiliser l'ensemble. Retard logistique, des hausses des coûts d'assurance, restrictions sur certains intrants ou campagnes de désinformation peuvent ralentir la dynamique. Si ces contraintes coïncident avec une mauvaise saison agricole, la tension budgétaire réapparaît rapidement.
Les États seraient alors contraints de puiser dans des réserves limitées ou de rouvrir des canaux de financement conditionnels au risque d'affaiblir le récit de souveraineté. Dans chacun de ces scénarios, le rôle du leadership reste déterminant. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un garant de résultats automatiques, mais comme un facteur de cohérence. Sa capacité à maintenir un discours constant, sans escalade rhétorique, influence la manière dont les partenaires interprètent les signaux. Le pacte repose autant sur la gestion des attentes que sur les chiffres. Une recommandation de lecture s'impose. Éviter l'analyse binaire. Si la production tient, alors l'espace politique s'élargit. Si elle vacille, alors les anciens leviers réapparaissent. Le véritable enjeu des prochains mois sera la capacité à absorber les chocs sans renier la trajectoire choisie. À ce stade, l'histoire cesse d'être uniquement institutionnelle. Elle touche des choix quotidiens, parfois invisibles, qui donnent chair aux chiffres. Pour les ménages urbains, acheter du riz local devient un acte banal mais porteur de sens. Le prix plus stable réduit l'anxiété alimentaire et libère une petite marge dans des budgets contraints. Ce gain modeste, répété à grande échelle, change la perception du risque et de l'avenir proche. Dans les zones rurales, la résonance est différente. La possibilité de vendre une récolte à un prix prévisible renforce la confiance. Des familles évoquent des décisions longtemps différées. Maintenir les enfants à l'école, investir dans un outil, rejoindre une coopérative. Ces gestes ne relèvent pas d'une idéologie. Ils traduisent une adaptation rationnelle à un environnement perçu comme moins fragile. L'agriculture redevient une option crédible, pas un dernier recours. Pour les jeunes, le pacte agit comme un signal. Les formations techniques liées à l'irrigation, à la transformation et à la logistique ouvrent des trajectoires intermédiaires entre agriculture traditionnelle et emploi urbain précaire. Cette zone grise est souvent absente des débats macroéconomiques, mais elle pèse lourd dans la stabilité sociale. Le projet ne promet pas une ascension rapide. Il offre une continuité possible. Ibrahim Traoré apparaît ici en arrière-plan, moins comme une figure centrale que comme un repère narratif. Son discours insiste sur la patience et la vérité, deux mots repris dans les médias locaux. Cette sobriété contribue à réduire la polarisation. Le pacte n'est pas présenté comme une victoire contre quelqu'un, mais comme un chemin à tenir. Deux gestes simples émergent de cette lecture. S'informer au-delà des titres et observer les effets concrets avant de juger. Dans un contexte saturé de récits antagonistes, cette prudence devient une forme d'engagement. La question pour chacun n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Elle est de savoir ce que signifie soutenir un changement quand il se manifeste d'abord dans l'ordinaire. À ce stade, la trajectoire esquissée nécessite une orchestration précise pour éviter l'essoufflement. La feuille de route présentée dans le récit se décline en étapes concrètes, chacune assortie d'un acteur identifié et d'un critère de suivi. D'abord, la consolidation de l'irrigation. Les ministères techniques et les coopératives locales doivent assurer la maintenance des systèmes hybrides avec des indicateurs simples: surface effectivement arrosée, cycle sécurisé, panne résolue. Sans cette base, les gains initiaux resteraient fragiles. Le deuxième levier concerne la transformation. Les usines détenues par l'État et les communautés ne sont pas un symbole, mais un maillon critique. Leur montée en charge se mesure par des volumes traités localement et par la part de valeur ajoutée captée sur place. C'est ici que la réduction des importations peut se traduire en recettes durables. Les calendriers annoncés prévoient des mises en service progressives pour éviter une concentration des risques. La troisième étape porte sur la logistique et la transparence. Les corridors détaxés et les stocks communautaires exigent une coordination inter-États.
Les conseils régionaux doivent publier des données régulières sur les flux afin de limiter les rumeurs et les désinformations. Dans ce cadre, la communication devient un outil de stabilisation autant qu'un exercice politique. Ibrahim Traoré est régulièrement cité comme garant de cette cohérence. Son rôle, tel qu'il apparaît, n'est pas de microgérer, mais de maintenir une ligne. Patience, continuité et mesure des résultats avant les déclarations. Et cette posture influence la crédibilité externe du processus. Enfin, un indicateur transversal s'impose, la capacité à absorber un choc sans renier l'ensemble. Si une saison déçoit ou si une pression financière s'accentue, la question ne sera pas de reculer, mais d'ajuster sans perdre le cap. La feuille de route n'est donc pas un plan figé. C'est une discipline collective à éprouver dans la durée. Le récit revient alors à une image simple déjà vue plus tôt, un bol de riz tenu à hauteur de poitrine sans décor solennel. Ce geste, répété dans les médias et les places publiques, relie le début et le présent de l'histoire. Il rappelle que derrière les chiffres, les scénarios et les pressions, il existe un objet concret qui traverse les foyers. Le riz n'est pas un symbole abstrait, il est mesuré, cuisiné, partagé. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un fil conducteur plutôt que comme un héros isolé. Sa constance, plus que ses déclarations, donne une tonalité particulière à la séquence. En évitant les effets de manche, il laisse les images parler. Des champs verdoyants là où dominait la poussière. Des marchés plus calmes, des conversations moins tournées vers l'attente et davantage vers l'organisation. Le rappel émotionnel ne cherche pas à clore le débat. Il invite à se souvenir du point de départ. Une dépendance considérée comme inévitable. En quelques saisons, cette certitude a été fissurée. Pas annulée, pas remplacée par une promesse absolue, mais suffisamment ébranlée pour ouvrir un espace nouveau. Une phrase circule alors, reprise comme une conclusion provisoire. Se nourrir soi-même, c'est décider plus longtemps. Elle ne garantit ni succès automatique ni protection totale. Elle marque simplement un seuil franchi, visible et partagé. La conclusion ne cherche pas à donner une consigne, encore moins un mot d'ordre. Elle propose une mise à distance. Ce que montre cette histoire, au-delà du riz et des accords, c'est la manière dont un choix productif peut modifier des rapports longtemps perçus comme immuables. La souveraineté alimentaire n'apparaît ni comme un slogan, ni comme une solution universelle, mais comme un processus fait de décisions cumulées, observables dans le quotidien. Ibrahim Traoré est souvent associé à ce tournant, mais le récit suggère que l'enjeu dépasse une seule figure. Il interroge la capacité d'une société à soutenir un cap quand les bénéfices sont progressifs et que les pressions sont diffuses. Il pose aussi une question plus large. Comment mesurer la réussite d'un projet qui vise autant la dignité que l'équilibre financier? Pour le spectateur, l'invitation est simple. Prendre le temps de comparer les discours aux effets visibles. Échanger sans caricature. Observer ce qui fonctionne, ce qui résiste et ce qui devra être corrigé. La discussion reste ouverte. Quand une nation commence à se nourrir par elle-même, quelles autres dépendances peut-elle réellement remettre en question?